L'énergie solaire, enfin rentable. Au lieu d'avoir à installer une autre usine électrique, on utilise l'énergie solaire pour fournir de l'énergie aux autres maisons durant la journée. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Grand Reportage. On le sait, le prix du pétrole et les défis environnementaux ont fait naître un urgent besoin de se tourner vers des énergies propres et renouvelables. C'est pourquoi le soleil, qui brille partout, est devenu un acteur majeur. Et les percées technologiques pour transformer en électricité cette source inépuisable sont de plus en plus probantes. Et elles permettent également à la population mondiale d'avoir accès à de l'électricité. Autant d'avantages qui font que cette énergie soit promise à un bel avenir. Et en tombant dans le panneau solaire, bien sûr, chacun peut même y trouver son compte. Jusqu'au XVIIIe siècle, les besoins en énergie de l'homme dépendaient en grande partie de ses propres labeurs, des animaux et de la forêt. Mais lorsqu'il a manqué de bois, il a découvert une extraordinaire source d'énergie emmagasinée dans les combustibles fossiles. Le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Les combustibles fossiles ne sont rien plus que des restes de plantes et d'animaux morts depuis des millions d'années. Lorsque nous les brûlons, nous libérons l'énergie de l'ancienne lumière du soleil qui a contribué à leur création. Mais nous sommes devenus dangereusement tributaires de ces combustibles fossiles, voire dépendants. Non seulement cela accélère le réchauffement de la planète, mais nous manquerons probablement de pétrole et de gaz naturel au milieu de ce siècle. Le charbon, bien que beaucoup plus abondant, est très toxique. Il est urgent d'agir. Dans le monde développé, nous devons apprendre à consommer moins d'énergie, une réduction de 50% pourrait être nécessaire, et nous tourner de plus en plus vers les sources d'énergie renouvelables. Une des solutions les plus prometteuses serait peut-être de se tourner de nouveau vers notre vieil ami, le Soleil. Saviez-vous que la quantité d'énergie émise par le Soleil sur la surface de la Terre en 1 heure suffit à fournir les besoins mondiaux en électricité pour 1 année? Alors, pourquoi ne nous sommes-nous pas déjà mis au solaire? C'est non polluant, sans incidence sur le réchauffement de la planète, sans dépendance aux puissances pétrolières étrangères, décentralisé, donc à l'abri du terrorisme. De plus, les réserves sont illimitées. La solution rêvée, n'est-ce pas? Mais est-ce réalisable? Cette histoire débute il y a bien longtemps, loin d'ici. Plusieurs peuples anciens ont voué un culte au soleil. Le pharaon égyptien Akhénaton a créé la première religion monothéiste de l'histoire qui avait pour Dieu le soleil. Ceux qui ont écrit la Bible reconnaissaient cette suprématie, puisque la première instruction de Dieu était « que la lumière soit ». Mais la lumière, c'est quoi exactement? Personne n'en avait une idée très claire jusqu'au XVIIe siècle. C'est alors qu'un éminent scientifique anglais, Isaac Newton, soulève une hypothèse. Les rayons de la lumière ne sont-ils pas de petits corps émis par les substances rayonnantes? En fait, la théorie de Newton sur la lumière était vraiment toute simple. Il pensait que la lumière était un jet de particules qui, selon lui, se propageait en ligne droite. Cette hypothèse était plausible, comme nous le montrera Einstein plus tard. Mais celle du néerlandais Christian Huygens était très différente. Huygens observait les vagues provoquées par une pierre jetée dans l'eau. Il eut une idée de génie en affirmant que la lumière, selon lui, se propageait de façon sphérique et ondulatoire. Voici le dessin fait par Huygens pour illustrer les ondes de lumière émises par une bougie. Huygens avait créé la théorie ondulatoire de la lumière. Mais tout comme Newton, il n'a jamais pu confirmer sa théorie par des expériences.
Les choses en sont restées ainsi jusqu'en 1803. Cette année-là, un Londonien du nom de Thomas Young est invité à faire un exposé sur la lumière dans le très renommé amphithéâtre de la Royal Institution. Ces étudiants en physique de l'université de Stanford reproduisent les expériences de Young. Une lumière émise d'une seule source doit passer dans deux fentes étroites et atteindre un écran un peu plus loin. Young a effectué cette expérience pour essayer de voir si la lumière était une onde ou une particule. Qui avait raison? Newton ou Huygens? La lumière sortant des deux fentes se propage comme des vagues d'eau. Chaque onde interfère avec les autres, créant une structure lumineuse avec des ondes foncées. Sur le deuxième écran, l'intensité variait de manière très régulière. Ceci pourrait être parfaitement explicable par la théorie ondulatoire, mais pas par la théorie de Newton. La théorie ondulatoire de Huygens était donc la bonne. La lumière est une onde. Mais l'histoire n'en reste pas là. Au début du 19e siècle, personne ne s'imaginait qu'il y avait un lien entre la lumière, l'électricité et le magnétisme. On pensait qu'ils étaient trois phénomènes bien distincts. À la Royal Institution, un jeune scientifique du nom de Michael Faraday entamait des expériences avec un électroaimant lorsqu'il découvrit que l'électricité et le magnétisme étaient l'avers et le revers d'une même médaille. Un autre scientifique anglais, James Clerk Maxwell, tente de formuler mathématiquement les conclusions de Faraday. Ces équations démontrent l'existence des ondes électromagnétiques. C'est ainsi que Maxwell a découvert mathématiquement les ondes électromagnétiques. Il a calculé la vitesse de ces ondes et a remarqué qu'elles étaient exactement identiques à celles de la vitesse de la lumière mesurée auparavant. Il se retrouve soudainement confronté au fait que la lumière est aussi bien un phénomène d'onde qu'un phénomène d'onde électromagnétique. L'une des plus grandes découvertes des sciences de la nature. Le scientifique allemand Heinrich Hertz a expérimenté le rayonnement de la lumière sur des circuits électriques. Les résultats semblaient confirmer la théorie de Maxwell. Hertz a déclaré « Nous avons toutes les preuves. Nier ces affirmations est impensable. La théorie ondulatoire de la lumière est une certitude. » Malgré cela, l'assistant de Hertz, Philipp Lenard, a décidé de regarder de plus près une des expériences comprenant un espace dans le circuit électrique. À cet instant précis, il n'y a pas de haute tension, donc comme on peut le voir, il ne se passe rien. Maintenant, on met une haute tension. Lenard a constaté que s'il envoyait un faisceau de lumière à basse fréquence, une rouge, une verte ou une bleue, sur ces deux boules de métal, rien ne se produisait. Mais si le faisceau était au-dessus d'une certaine fréquence, en ultraviolet, les électrons s'échappaient du métal et se nichaient dans l'espace vide, complétant le circuit et créant une étincelle. Ça ne correspondait pas à l'action d'une onde. C'était un incroyable paradoxe, parce qu'il y avait tellement d'expériences qui ne pouvaient apparemment être expliquées que par la théorie ondulatoire. Mais cette nouvelle catégorie d'expériences pouvait très facilement être expliquée par une théorie de la particule, et non par la théorie ondulatoire. Quoi penser? Personne n'aurait pu prédire que ce problème serait résolu par un employé de l'Office des brevets en Suisse. Mais c'est pourtant le poste qu'occupait Albert Einstein lorsqu'il a trouvé la réponse. En 1905, Einstein avance une idée révolutionnaire, affirmant que la lumière avait une double nature. Dans certains contextes tels que Maxwell et Hertz l'avaient démontré, c'était une onde. Mais dans d'autres cas, comme le démontrent les calculs de Lenard, il s'agissait de petits quantas d'énergie, de photons. Et plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est importante. C'est étonnant, mais Newton et Huygens avaient tous les deux raison. À l'université de Stanford, une expérience avec un équipement moderne démontre très clairement qu'Einstein avait raison.
Ce que nous voulons, c'est observer un photon. Nous avons un photodétecteur très sensible qui est connecté à ces optiques par un câble à fibre optique qui ne sert qu'à acheminer la lumière à l'intérieur du détecteur. On doit couvrir ces optiques et éteindre la lumière de la pièce. Je vais utiliser cette lampe de poche comme source de lumière pour faire entrer les photons dans le détecteur. Dans le noir, vous ne pouvez pas entendre les photons heurter le détecteur. Plus la lumière est intense, plus vous pouvez les entendre. Lorsque la lumière est moins intense, il y a de moins en moins de photons qui atteignent le détecteur, jusqu'à ce qu'on les entende un par un. Ceci démontre qu'Einstein avait raison, la lumière est bien constituée de particules. Et bien sûr, Einstein a eu le prix Nobel pour ce travail. Il n'a pas eu le prix Nobel pour sa théorie de la relativité, mais pour ce qu'il appelait l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est vraiment un coup de génie. Il lui a fallu du courage. Évidemment, il fallait l'idée et cette touche de génie qui, j'insiste, dépasse la simple analyse et la simple logique. C'est ce qui fait tout le génie de ce grand esprit. Toute l'histoire et le développement moderne de l'électricité solaire reposent sur la découverte de l'effet photoélectrique fait par Einstein. Dans ce contexte, la lumière se compose de nombreux petits paquets individuels d'énergie, prêts à réagir avec tout ce qu'ils rencontrent sur leur trajectoire. La découverte d'Einstein avait préparé le terrain pour l'avènement de l'énergie solaire. Aujourd'hui, les satellites fonctionnant au solaire relient un nombre impressionnant de réseaux de communication. Sans elles, la vie moderne serait impensable. Au milieu du XXe siècle, certaines des plus grandes avancées en technologie appliquée ont été réalisées dans les laboratoires de la société Bell Telephone dans le New Jersey. En 1947, William Shockley, John Bardeen et d'autres y ont mis au point la plus importante invention électronique du siècle, le transistor. Il s'agissait à la fois d'un interrupteur commandé et d'un amplificateur qui allait tout révolutionner, des téléphones aux ordinateurs. Ça a tout bouleversé. On peut vraiment dire qu'il y a eu un monde avant le transistor et un monde après le transistor. Dans les années 50, le jeune Dr. Walter Kohn travaillait dans ses laboratoires. Here are the inventors of the Bell Solar Battery. Darrell Chapin était ingénieur en électricité. Il avait fait des expériences auparavant avec des cellules au sélénium pour faire fonctionner des lignes téléphoniques dans les endroits reculés. Un physicien, Gerald Pearson, tentait de mettre au point un redresseur de courant pour remplacer le mécanisme d'interruption mécanique du téléphone. Quant à Calvin Fowler, chimiste, il était chargé sur ce projet de transistor de travailler sur le semi-conducteur de silicium. Les scientifiques de Bell appréciaient le silicium pour ses caractéristiques électroniques et parce qu'il était abondant. En fait, c'est du sable et il recouvre plus d'un quart de la surface de la Terre. Le silicium pur est une des substances les plus banales qu'on puisse imaginer, sans grand intérêt. Il suffit d'insérer de minuscules fractions d'impuretés. Et je dis bien minuscules. Dans ces millions, ces milliards d'atomes, pour que, soudainement, de multiples réactions se produisent. Le chimiste Calvin Fowler a mis au point un procédé très précis permettant la diffusion d'impuretés dans le silicium. Prenez par exemple le phosphore. Il comporte 5 électrons de valence, un de plus que le silicium, et le noyau contient une charge positive de plus que le silicium. Si vous substituez un atome de phosphore dans un réseau cristallin de silicium, l'électron de valence chargé négativement se logera dans le cristallin. Le silicium, avec cet excès d'électrons chargés négativement, est appelé le silicium de type N. Si vous ajoutez un atome de bore qui contient un électron de valence de moins que le silicium, il vous manque un électron, c'est ce qu'on appelle un trou.
Ce trou peut aussi circuler dans la structure cristalline. Le trou représente l'électron manquant. Il est donc chargé positivement. Nous obtenons le silicium de type P. Gerald Pearson a utilisé la technique de Fuller pour mettre au point les redresseurs au silicium. Il a alors créé ce qu'on appelle la jonction PN. Pour réaliser une jonction PN, vous prenez une plaque de silicium. Un côté doit être de type N, l'autre de type P. Entre ces deux faces, il y a une zone de transition où se développe un champ électrique permanent. Les trous qui entrent dans cette zone vont être propulsés vers le côté P et les électrons vers le côté N. Et puis, l'incroyable s'est produit. Pearson a exposé des redresseurs au silicium à une source lumineuse. Il a éclairé un morceau de silicium composé d'une jonction PN et a découvert qu'il pouvait obtenir une force de courant électrique jusque-là encore inconnue. Il a tout de suite compris que cela avait des répercussions considérables. Que se passait-il? En fait, si vous diffusez de la lumière sur une jonction PN, vous la mitraillez de photons. Chaque photon génère une paire d'électrons trous. Les électrons accélèrent dans une direction à travers la jonction et les trous dans l'autre direction. Il ne restait plus à Pearson qu'à relier chaque côté du silicium par un circuit électrique, à envoyer une source lumineuse et à mesurer l'intensité du courant électrique. Et ça fonctionnait. Ce que je tiens dans les mains, c'est la première pile. On y indique l'énergie qu'elle produit. 1/10 de watt. Ce n'est pas très impressionnant, mais c'est un début. In this modern age, men have at last harnessed the sun with the Bell Solar Battery. Le 25 avril 1954, la direction de Bell Telephone dévoile la première pile solaire. And here are the inventors making a test of their newly harnessed power to operate a small radio transmitter. This is a demonstration of the Bell Solar Battery in practical application. Do you hear me? Do you hear me? Cela a eu un impact énorme auprès des médias qui ont montré un peu trop d'enthousiasme. Ils ont donné une grande conférence de presse à New York. Ils ont éclairé une pile solaire de silicium et ont fait tourner une roue miniature de jeu de construction. Les journalistes présents ont tout de suite imaginé que ce petit bout de silicium produirait plus d'énergie que tout l'uranium, tout le pétrole ou tout le gaz naturel. Une nouvelle voie s'ouvrait. L'imagination humaine pouvait laisser entrevoir toutes sortes de possibilités futures. Mais la fabrication des premières piles solaires coûtait très cher. L'électricité produite revenait donc 100 fois, 1000 fois plus cher que l'électricité produite par une centrale électrique classique où l'on brûlait du charbon ou du gaz. Alors, à quoi pouvait être utilisée cette nouvelle source d'énergie? Avec un coût de fabrication élevé et un faible rendement, ces premières piles solaires ne semblaient pas être vouées à un grand avenir, mais à faire fonctionner des radiotransistors, des jouets et à quelques applications très pointues. La compagnie de téléphone qui avait financé les recherches a installé à titre expérimental des panneaux solaires sur les lignes téléphoniques dans l'État de Géorgie. Mais est-ce que ça ne pouvait pas servir à autre chose? On allait la mettre au placard des inventions lorsque le Pentagone s'est présenté au laboratoire Bell. En fait, ils avaient un projet en vue pour lequel il n'était pas question d'utiliser des sources d'énergie électrique classiques. Et les piles solaires étaient exactement ce dont ils avaient besoin. Il s'agissait d'applications pour l'exploration spatiale. En 1957, l'Union soviétique a lancé le tout premier satellite mis au point par l'homme, Spoutnik. Aux États-Unis, c'était la consternation. Les Soviétiques prenaient les devants dans cette fameuse conquête de l'espace. Mais après plusieurs semaines,
Sputnik ne transmettait plus, pour la simple et bonne raison que ses piles étaient déchargées. Alors, quelle était la solution de rechange? Plusieurs sources d'énergie existaient, mais avec le temps, elles s'épuisaient. Les piles devaient être rechargées, alors que les conditions ne le permettaient pas. L'énergie solaire était la solution idéale. Le satellite gravite en tout temps dans la lumière du soleil, et même si tout n'est pas au point, la source d'énergie est sûre. C'était la preuve que cette technologie était viable, bien plus que les satellites. On entrait dans l'ère moderne du photovoltaïque. 10 ans après le premier pas de l'homme sur la Lune, il était clair que l'énergie solaire, autrement appelée photovoltaïque, était la voie à suivre. À l'époque, la fabrication du panneau solaire spatial était digne du travail d'horloger. Tout était fait à la main et chaque pièce était contrôlée à plusieurs reprises. Chaque panneau comptait 300 étapes dans sa fabrication. Chaque panneau était une œuvre d'art, c'était très particulier. Aujourd'hui, les satellites fonctionnant au solaire relient un nombre impressionnant de réseaux de communication. Ils coordonnent les transports. Ils permettent le partage de l'information par la télévision. Presque chaque appel de téléphone cellulaire transite via un équipement alimenté par l'énergie solaire. Sans elle, la vie moderne serait impensable. Mais sur Terre, pour que le solaire soit une option valable, il doit offrir plus d'avantages ou coûter moins cher que d'autres formes d'énergie. Curieusement, ce sont les compagnies pétrolières qui sont devenues les premiers grands utilisateurs de l'énergie solaire dans le milieu industriel. Les plateformes pétrolières en haute mer ont besoin d'électricité pour alimenter les signaux lumineux et les sirènes. Et en haute mer, il n'y a pas de réseau électrique. Pour la garde côtière, les panneaux solaires combinés à de petites batteries de stockage étaient la solution la plus efficace et la plus économique. Actuellement, 99% de toutes les aides à la navigation, comprenant les phares et les bouées, dépendent de l'énergie solaire. Plus le site est isolé, plus le besoin en photovoltaïque est essentiel. Pour les chemins de fer, les commandes d'aiguillage et les signalisations les plus éloignées fonctionnent avec des panneaux solaires. La compagnie de téléphone alimente ainsi ses stations de relais à micro-ondes dans les montagnes. Les pistes d'atterrissage, peu importe où elles sont situées, sont opérationnelles 24 heures sur 24 grâce à l'autonomie de ces balises d'atterrissage bleues. À l'aéroport Truckee Tahoe, en Californie, le branchement de balises au réseau aurait coûté plus d'1 million de dollars. Le système d'éclairage solaire ne coûte que 135 000 dollars. Ce qu'on surnomme le plus grand parc d'énergie solaire au monde a été inauguré en juin 2005 à Mühlhausen, en Bavière. L'avenir de l'énergie solaire pour les installations sur des sites isolés est prometteur. Mais pourra-t-il prendre un jour une place importante parmi toutes les différentes énergies dans le monde? Tout dépend de personnes comme Terry Jester. Elle travaille sur le photovoltaïque depuis les années 70. C'était une époque incroyable. Je faisais partie d'un groupe de personnes qui travaillaient 80-90 heures par semaine, qui se sentaient engagées, qui étaient conscientes que ce que l'on faisait et ce que l'on pouvait faire changerait le monde et l'avenir. Shell est une des compagnies pétrolières qui semble prendre l'énergie solaire au sérieux. Dernièrement, ils ont dévoilé une importante installation de pompes solaires près de Bakersfield, en Californie. Pour entreprendre ce projet, la fiabilité du produit a été un des éléments capitaux. Comme vous pouvez le constater, on n'entend rien. Rien ne bouge. En termes d'environnement, non seulement c'est sans bruit, mais aussi c'est non polluant. Pas besoin de carburant. En fait, le combustible arrive d'en haut. La Californie et certains États ont offert des subventions à des entreprises et des propriétaires afin d'encourager le développement de cette industrie. Mais c'est au Japon que cette idée a réellement pris son envol. Promenez-vous dans le centre-ville de Tokyo ou Osaka. Vous réaliserez combien les Japonais sont friands de technologie et quelle quantité d'énergie cette superpuissance industrielle demande.
Il est important de savoir qu'au Japon, nous avons peu de ressources naturelles. Nous avons peu de charbon, peu de pétrole, de gaz naturel et d'uranium. Par conséquent, nous devons créer nous-mêmes notre énergie. Le Japon a besoin d'être indépendant dans sa production d'électricité et d'énergie, d'où sa grande volonté d'investir dans le solaire. Tout comme dans le secteur automobile, les entreprises japonaises sortaient de nulle part et se classaient rapidement première mondiale dans le domaine de l'électronique. Les subventions dictaient le marché. Aujourd'hui, l'alimentation électrique de cette maison traditionnelle japonaise se fait avec des panneaux solaires. Partout à travers le pays, les panneaux solaires se multiplient sur les constructions modernes d'immeubles et d'usines. Le secret de ce succès découle de la politique incitative et des subventions du gouvernement. Au Japon, le prix de toute forme d'électricité est tellement élevé qu'aujourd'hui, l'énergie solaire offre des tarifs presque compétitifs. Auparavant, le gouvernement japonais subventionnait à hauteur de 75% une installation solaire. Aujourd'hui, cette subvention est de 5%, mais le nombre de personnes qui veulent s'équiper de ce système continue d'augmenter. Par conséquent, l'électricité solaire ne devrait pas tarder à devenir bon marché. Actuellement, deux pays dominent vraiment ce marché, l'Allemagne et le Japon. Et les deux ont joué un rôle de visionnaire, de meneur en appuyant cette technologie. Il y a un très fort soutien politique envers l'énergie propre dans ces deux pays. Selon moi, on pourrait imaginer un avenir où l'on importerait des panneaux solaires, comme on importe aujourd'hui du pétrole, en sachant que l'industrie photovoltaïque et ses centres de référence sont concentrés vers les deux principaux marchés du solaire, l'Allemagne et le Japon. Les Allemands se sont tournés vers l'énergie solaire avec autant d'enthousiasme que les Japonais. Ce qu'on surnomme le plus grand parc d'énergie solaire au monde a été inauguré en juin 2005 à Mühlhausen, en Bavière. Il s'étend sur plusieurs hectares et produit plus de 10 MW d'énergie pour le réseau électrique. C'est une compagnie financière qui a subventionné cette installation géante, considérée comme un investissement commercial. Elle a coûté plus de 60 millions de dollars. L'Allemagne compte dorénavant plus de 100 000 installations solaires. Vous ne pouvez pas parcourir plus de 8 ou 10 kilomètres sans apercevoir des panneaux solaires ou bien une maison avec une installation solaire. Mais aux États-Unis, ce sujet est-il vraiment pris au sérieux? Dan Shucker est PDG de la compagnie Powerlight à Berkeley, en Californie. Sa voiture, bien sûr, fonctionne à l'électricité. Nous roulons dans ma voiture électrique chargée à 100% par l'énergie photovoltaïque avec des panneaux solaires tout simples. Je ne suis pas magicien. Nous roulons tout simplement dans une voiture électrique alimentée par le soleil. Powerlight a été le plus important fournisseur de technologie sur le site de Mühlhausen en Allemagne. Le produit vedette de cette compagnie est un matériau de toiture intégré qui combine des cellules photovoltaïques à une isolation légère mais très solide. Sa construction offre 3 avantages. De l'électricité sans facture mensuelle, un environnement plus frais en été et moins de besoin de chauffage l'hiver. Cette nouvelle approche axée sur la protection de l'environnement et sans dioxyde de carbone pourrait modifier les perspectives de l'énergie solaire. Si l'énergie solaire est si efficace, pourquoi n'avons-nous pas constaté de rapides transformations dans nos centres urbains? Pour une raison majeure, le coût. 15 $ le watt, c'était le meilleur tarif qu'on pouvait proposer quand j'ai débuté. Aujourd'hui, Shell Solar a des plaques de silicium bien plus grandes et tout est beaucoup plus automatisé. Ils fabriquent et vendent des panneaux à environ 3 $ le watt. Nous savons que les prix baissent. Depuis le début, ils chutent. On sait d'ores et déjà qu'ils descendront jusqu'à ce qu'ils soient 2 ou 3 fois moins chers. Ils seront alors compétitifs. En même temps, le prix du pétrole et des autres combustibles fossiles va grimper. Nous ne savons pas exactement quand le solaire prendra le dessus, mais ça ne devrait plus tarder. 10 ans tout au plus. Alors la question est, souhaitons-nous attendre que les prix du pétrole atteignent des sommets pour maîtriser cette technologie?
Donc, convaincre dès aujourd'hui les gens de se tourner vers le solaire, une maison et une entreprise à la fois. L'argument de poids, c'est de voir un compteur électrique tourner dans le sens inverse. Cette famille du New Jersey vend son électricité non consommée à la compagnie électrique. La compagnie électrique ne croyait pas que nous produisions autant d'énergie, alors ils sont venus changer le compteur. Ils n'y croyaient pas, ils sont revenus changer le compteur. C'est le troisième compteur qu'ils installent. Le dernier est digital, et on a toujours le même plaisir de voir le compteur tourner à l'envers. Ce compteur nous montre l'énergie totale produite et la quantité que nous avons vendue. On constate que nous avons consommé 6 689 kW du réseau et en même temps, nous avons revendu 3 996 kW. En bas, sur la gauche de ce cadran, vous pouvez voir des petits carrés qui bougent de la droite vers la gauche avec une flèche pointée vers la gauche. Ça indique que nous produisons de l'électricité en surplus que l'on revend au réseau. Alors, au lieu d'avoir à installer une autre usine électrique, on utilise l'énergie solaire pour fournir de l'énergie aux autres maisons durant la journée. C'est pour cette raison que l'État du New Jersey offre des mesures pour encourager l'installation du solaire. De nombreux fermiers sont attirés par l'autonomie qu'offre l'énergie solaire. Pas besoin de dépendre d'une compagnie d'électricité et pas besoin de faire le plein d'essence à la pompe. C'est une installation de panneaux solaires de 7,2 kW. Cela suffit à fournir l'énergie de la maison ainsi que celle de la ferme derrière nous. Ce système produit chaque année près de 9000 kWh d'énergie. Pour une installation solaire, du point de vue investissement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si plus de gens savaient, nous vendrions beaucoup plus d'installations. Je crois que cela n'est qu'une question de temps. Évidemment, c'est parce que les contribuables du New Jersey ont choisi de subventionner l'énergie solaire que le calcul est intéressant. Nous sommes dans un centre de tri de Santa Barbara, en Californie. Tout arrive ici. Pas seulement les bouteilles et les boîtes de conserve que vous et moi recyclons, mais aussi d'énormes matériaux de construction venant des sites de démolition. Les compagnies de collecte de déchets ne sont pas toujours reconnues pour leur élégance, leur finesse ou leur conscience sociale. Mais cette entreprise familiale qui existe depuis 70 ans a décidé de faire du développement durable une priorité. Nous ne l'avons pas nécessairement fait pour des raisons financières. On l'a fait avec une vision plus globale. Nous nous efforçons d'être un exemple et de convaincre d'autres personnes de s'impliquer. Le mètre carré de terrain est tellement cher à Santa Barbara que les décharges sont une véritable perte d'espace. Alors, Marburg recycle de plus en plus de déchets et de plus en plus d'opérations se font grâce à l'énergie des panneaux solaires. Plus l'énergie solaire deviendra compétitive d'un point de vue économique, plus ces importantes opérations industrielles changeront l'image de la consommation d'énergie aux États-Unis. Voici le plus grand système municipal de panneaux solaires au monde. Installé sur le toit, il contribue à fournir de l'énergie au Moscone Convention Center à San Francisco. Une équipe d'ingénieurs anglais rencontre le responsable municipal chargé de l'énergie renouvelable. C'était le premier grand projet solaire dans lequel la ville s'est investie. Depuis, nous en avons créé de nombreux autres. Nous voulons montrer aux citoyens que nous délaissons de plus en plus l'électricité générée par les combustibles fossiles au profit des sources d'énergie propres créées localement, comme le solaire. En Angleterre, certains coups de vent violents feraient voler tout ça en morceaux. En fait, c'est censé résister jusqu'à 200 km/h. Ça ne peut pas s'envoler. Vous savez, on a réalisé des tests approfondis dans des souffleries et ça ne bougera pas. Les gens me disent quel est l'intérêt du solaire. Ça coûte très cher et ça ne fournit pas beaucoup d'énergie. La construction du Golden Gate a coûté cher. La reconstruction du Civic Center a coûté cher. Tous ces projets qui valent la peine d'être réalisés méritent d'être défendus. En fait, le bon rendement de ce projet solaire du Moscone Center permet à la ville de San Francisco d'économiser 200 000 $ par année sur sa facture d'électricité. En Afrique de l'Est, les panneaux solaires gardent les médicaments précieux au froid et permettent à l'UNICEF de les acheminer à dos de chameau vers les communautés les plus isolées. Quel est l'impact de l'énergie solaire sur le monde en développement? Martin Green est une sommité dans le domaine de l'efficacité solaire.
L'une des forces de cette technologie est que vous pouvez l'utiliser dans des endroits où l'on ne peut pas fournir l'électricité de manière conventionnelle. On compte environ 2 milliards de personnes dans le monde qui actuellement n'ont pas accès à l'électricité. En Afrique, étendre l'installation de lignes électriques dans les campagnes coûte trop cher. Sans électricité, on ne peut plus travailler ni étudier après le coucher du soleil. Il n'y a pas de réfrigérateur pour conserver les aliments. Bien souvent, la seule source de lumière vient des lampes au kérosène qui sont dangereuses et polluantes. Il faut importer du pétrole pour les faire fonctionner et en plus, ça éclaire peu. Dans les pays en développement, un seul panneau solaire alimentant une lumière ou une télévision peut faire toute la différence pour une famille. C'est l'ouverture à l'éducation et un lien avec le monde extérieur. Le Népal est un des pays les plus pauvres et les plus isolés sur Terre. Durant la journée, de nombreux enfants travaillent dans les champs, ce qui ne leur permet pas d'aller à l'école. Mais l'organisation humanitaire Light Up the World offre une solution efficace et peu coûteuse. Ces lampes blanches d'ailes consomment une quantité minuscule d'énergie par rapport à une ampoule classique. Elles sont alimentées par des batteries qui, elles-mêmes, sont chargées par de petits panneaux solaires. Dorénavant, les familles se retrouvent autour du repas le soir sans avoir à respirer les émanations de kérosène, et les enfants ont enfin la possibilité d'étudier, même après le coucher du soleil. Dans les pays en voie de développement, on peut faire bien des usages de l'énergie solaire à petite échelle. Par exemple, de nombreux vaccins pour la prévention de maladies doivent être conservés au froid. En Afrique de l'Est, les panneaux solaires gardent les médicaments précieux au froid et permettent à l'UNICEF de les acheminer à dos de chameau vers les communautés les plus isolées. La technologie de l'énergie solaire peut être une question de vie ou de mort. Prenez l'eau, par exemple. 70% de la population mondiale n'a pas d'eau potable. 75% des maladies dans les pays en développement viennent de l'eau non potable. À mon avis, la purification de l'eau est une autre grande application pour l'énergie photovoltaïque. Ici, au Nicaragua, alimenter les pompes avec l'énergie solaire permet de purifier l'eau là où c'était impossible auparavant. Rien que cela peut révolutionner le niveau de vie et de santé. Dans les champs, les pompes peuvent irriguer la terre qui était autrefois infertile. Les villages deviennent autonomes. Fournir de l'énergie fait partie des devoirs d'un gouvernement. Et c'est aussi un droit pour l'humanité. Je pense que nous devrions leur fournir le minimum d'énergie dont ils ont besoin. Qu'en est-il de l'avenir? Personne ne peut sérieusement affirmer que l'énergie solaire à elle seule peut transformer le paysage de l'énergie dans le monde. Elle doit faire partie d'un ensemble de sources d'énergie renouvelables, incluant bien sûr l'énergie éolienne. À Altamont Pass, en Californie, ces turbines géantes fonctionnent depuis plus de 20 ans. Les installations se situent généralement dans des endroits isolés, ce qui implique que l'énergie doit être transportée. Sur beaucoup de points, elle est complémentaire de l'énergie solaire. Les cellules solaires produisent de l'énergie le jour et de nombreuses installations éoliennes en produisent la nuit. Les cellules solaires produisent leur énergie là où il y a besoin. Les éoliennes la produisent au loin. Dans un style plus léger, l'avenir pourrait ressembler à ça. Pathfinder, mise au point par la NASA, est une aile téléguidée fonctionnant à l'énergie solaire. Elle ne pèse que 273 kg et prend des prises de vue aériennes en se déplaçant jusqu'à 32 km à l'heure. Même les parcs d'attractions s'y mettent. Autrefois, les cellules solaires ne pouvaient faire tourner que la roue miniature d'un jeu de construction. Aujourd'hui, elles font tourner de vraies roues, comme celle du parc Santa Monica Pier en Californie.
Mais l'avenir de l'énergie solaire est bien plus grand que tout cela. Quand je vois la vitesse à laquelle cette énergie est adoptée et implantée, et la place qu'elle prend dans le paysage, selon moi, tout se joue maintenant. Je serais très surpris si d'ici 50 ans, 25 à 35% de toute l'énergie électrique mondiale utilisée n'était pas d'origine solaire. Qu'est-ce qui pourra permettre à cette industrie de se développer autant? Une montée en flèche des prix des carburants, bien sûr, mais aussi une technologie solaire avec un rapport qualité-prix toujours meilleur. Voici l'un des plus récents panneaux solaires de SunPower. Il est très efficace. Il fournit environ 50% d'énergie de plus qu'un panneau solaire standard. Mais il se ressemble. Il est fabriqué à partir d'une plaque de silicium. C'est une feuille. Si vous la comparez avec celle d'il y a 20 ans, c'est beaucoup plus fin. Vous pouvez la plier. C'est presque aussi fin qu'une feuille de papier. Le fait que ces feuilles soient de plus en plus fines contribue à la baisse des coûts de l'énergie solaire. La technologie solaire la plus efficace et la plus novatrice est déjà mise en application dans le domaine spatial, où l'on axe beaucoup plus les priorités sur la fiabilité, le faible poids et la durabilité que sur le coût. Ce nouveau type de cellule solaire n'est pas en silicium. L'épaisseur de cette cellule est de 1 micron. C'est très souple et très léger et peut donc être utilisé pour des applications spatiales. L'objectif principal de l'industrie photovoltaïque est de réduire les coûts pour des applications plus courantes. Le secret réside peut-être dans la manière de fabriquer le silicium. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Ça ressemble beaucoup aux méthodes d'Henry Ford dans l'industrie automobile, une fabrication standardisée avec des pièces interchangeables. Actuellement, la capacité des panneaux solaires est d'1 mégawatt. Les cristaux que nous fabriquons produisent 5 mégawatts. Avec la fabrication de ce matériau, nous pourrons fournir aux industries du photovoltaïque des feuilles avec un rendement de 60 mégawatts. Dans ce décor industriel minutieusement préservé à Lowell, au Massachusetts, une jeune compagnie entreprend de réécrire le livre du photovoltaïque. Ils n'utilisent pas le silicium. Ici, les scientifiques sont convaincus qu'un nouveau matériau pourrait être nécessaire pour la production de masse. Ils expérimentent les polymères à longue chaîne, plastiques organiques qui captent et convertissent la lumière en électricité. Ce matériau élémentaire ressemble à nos vieilles pellicules de film. En fait, nous nous inspirons de l'industrie du film photographique. Nous prenons des particules de polymère de taille infime, de l'ordre d'un nanomètre, 1/10 de nanomètre, et nous pouvons, de manière contrôlée, les imprimer ou recouvrir le support en entier. Ces nouveaux matériaux capteraient plus de lumière et seraient meilleurs conducteurs d'électricité. L'une des applications que nous visons concerne par exemple le textile, d'être capable d'imprimer ou de recouvrir des surfaces très larges. Ainsi, imaginez que les vêtements que vous porterez ou les objets, que ce soit un sac à main, une chemise ou un uniforme militaire, puissent être des générateurs électriques. Vous l'enfilez ou l'emportez avec vous de la manière la plus naturelle qui soit. Les scientifiques pensent que d'ici les 30 prochaines années, des découvertes capitales pourraient révolutionner l'énergie solaire, que ce soit avec le silicium ou autre chose. J'ai toujours le sentiment que ce que l'on fait chaque jour change le monde, que mon travail au quotidien fait une différence. Et ce sur quoi nous travaillons assurera un avenir meilleur, pas seulement pour mes enfants, mais pour tous les enfants et tous les habitants de la planète. Et c'est avec fierté que je parle aux gens de ce que je fais. Je suis convaincu que l'énergie est un des plus grands défis de notre époque. Si nous n'en prenons pas conscience, la deuxième moitié de ce siècle va être le début d'un désastre planétaire. Mais si nous en prenons conscience, je suis certain que l'avenir sera meilleur et que l'énergie solaire sera une partie de la solution.
Solar energy is going to be part of that solution.